podcast. J'étais réveillée quelque part. Le sable m'entourait à perte de vue. Je me relevais, détournais les yeux d'une flaque solidifiée. Quelques chacals jappaient derrière les dunes. Le pays bouge, dis-tu. Tu sais, rien ne va se passer. Moi, j'ai arpenté toutes ces frontières. J'y ai vécu des années. C'est un promontoire d'où l'on peut observer les caravanes qui assurent le trafic dont vit toute la région. J'y ai vécu tout ce temps et personne n'est venu me demander son chemin. Un promontoire. Un carrefour de fantômes, oui. Mais je suis là que pour connaître. Rien de plus. J'ai voulu remonter le plus loin possible dans notre histoire, dans notre mémoire collective, pour découvrir la logique du mouvement qui répondrait aux questions qui nous brûlent les lèvres aujourd'hui. Pourquoi cet étouffement de la vie, du potentiel créateur? Pourquoi cet anonymat? Pourquoi, chez nous, ce penchant vers la tragédie et le délire? Pourquoi ces occasions manquées? Pourquoi ces rêves avortés? Notre propos, comme dans le propos de la poésie, c'est pour ça que le point de départ était de la poésie, toucher une dimension très profonde, soulever quelque chose qui est latent et qui n'a jamais pu s'exprimer. J'ai la poésie dans le sang, effectivement, comme j'ai la musique dans le sang, comme j'ai les pierres du Sud dans le sang, avec les reflets du soleil, ceux de la lune et ceux du vent. Ce qui nous a importé le plus, ce n'est pas de rentrer dans ce qui est consensuel, dans ce qui est unanime, mais dans ce qui est singulier, dans ce qui est particulier, dans l'inouï et dans l'inaperçu. C'est assez impérieux parce que ça vient des tréfonds des âges et ça s'impose terriblement à moi. À partir de l'ouverture de cet espace qui a été la rue, tous les gens qui étaient dans la recherche de modalités d'écriture ont trouvé là un refuge. Et ça a été une rupture extraordinaire parce que nous nous trouvions de plein pied dans la modernité des écritures. La modernité, ça veut dire prendre de la distance par rapport au conservatisme de nos sociétés d'origine, prendre de la distance par rapport aux religieux et prendre de la distance par rapport à la littérature officielle de ces pays. On pouvait écrire et on pouvait dire ce que nous vivions, ce que nous ressentions dans un langage contemporain.
Et nous étions aussi biberonnés de surréalisme. Le surréalisme a été proche à la fois de la psychanalyse et du marxisme. Oui, mais tout ça, c'est des étiquettes. Pour nous, le surréalisme, c'est l'irruption de l'inconscient dans l'écriture. La libération du langage. La fin de la recherche du beau. On s'en fout du beau. Ce qui m'intéressait et ce qui me motivait, c'est la liberté de pouvoir écrire ce que je ressens. C'est comme s'il y avait quelque chose qui bouillonnait en moi et que je ne pouvais l'évacuer que de cette manière. Voilà. Et pour moi, l'acte est important. Puis après, on verra. Je ne crois pas en la communication intellectuelle de la poésie. Pour moi, la poésie est essentiellement orale. Si la poésie n'arrive pas à cette communication sans l'intermédiaire du cerveau, si je puis dire, elle faillirait à sa mission. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que la poésie qui était proposée dans Souffle, elle était révolutionnaire. Elle était en rupture avec tous les codes existants. Elle voulait réactiver une oralité, une libre circulation du mot sans les codes jugés archaïques de certaines traditions. Il y avait vraiment une volonté de faire éclater la langue, faire éclater les images. Donc une profonde créativité. Il y a aussi quelque chose qui tient du délire dans la manière dont s'exprime le flot oral. Accumulation d'images qui sont toutes mises bout à bout, comme justement dans une espèce de phase délirante où l'écriture, disons, excède la raison rationnelle. C'est l'écriture libre, au sens où la forme, elle doit découler de ce qu'on dit et non pas de forme préétablie. Et sur le plan du rythme, parce que justement, c'est casser un petit peu la syntaxe traditionnelle de la langue française pour aller vers une sorte de langage éructé, pour créer une espèce de flux révolutionnaire. Et c'est la capacité de dire du quotidien et de dire du politique. C'était en rupture avec des trucs élitistes. Une culture élitiste, elle présuppose la maîtrise des codes. Et eux, genre, ils voulaient changer les codes et puis ils voulaient toucher d'autres publics. Je ne croyais pas que la littérature devait prendre une approche frontale. J'ai toujours estimé à l'époque qu'il fallait passer par le symbole. Donc on n'aura pas de discours de gauche classique, une poésie à message. Ou alors là, on a une espèce de hiatus entre une poésie qui promeut des idées révolutionnaires, mais qui s'écrit dans une forme tout à fait conventionnelle, réactionnaire. Bon, c'est peut-être une approche un peu romantique. Je me disais que la littérature doit pouvoir dépasser le constat. Je m'esquive. Et ce n'est pas par inadvertance que le sang m'extradie. Je vais au tumulte des villes sans vrai nom. Et partout je piétine des nuages d'atomes. Sur toutes les lignes téléphoniques se posent des astres mal intentionnés et des trombes. Je ne t'adresse la parole que parce que nous demeurons inséparés. Tu dis, nous sommes inséparables. Nous sommes séparables, que j'aurais tort que moi. Assermentés. À l'heure même où je fus assassiné, je t'ai construit à ma décence selon l'adresse des pièges, sans rien omettre de la magie du vaudou détrôné par l'Européen aux dents si affûtées, aux mains si longues, à la science de saurien. Devant le Père des Pères et la Mère des Pères, je ne t'ai pas fait à la mesure de Dieu.
pas érigé à la hauteur du globe. Je t'ai donné ma voix. Nous sommes quittes, dis-tu. Et j'objecte. Je me réclame d'une civilisation de mangoustes et de cérastes anarchistes. Je ne connais pas l'Asie ouï-dire et les gros livres, les phrases, les rimes, les coups d'état, les soulèvements du cœur, le sang comme un rosaire dédié aux insurgés politiques de mon sang, coupant souffle et vivre à qui veut en être arrosé. Bien sûr que je disparais, sans bûcher, sans essence, sans bagarre. Le sang. Croyez-moi, je vois nettement la mauvaise conduite des sangs et des yeux leucémiques. J'ai assisté à des saignées pratiquées par la nuque et le pubis. Viens que je t'empoisonne. Viens que je t'habille d'une toge blanche et délirante. Ah, oublié. Il y a des moments poétiques chez moi, comme il y a des moments de néant total, des moments d'autre écriture, par exemple de vision externe, qui n'ont rien à voir avec une formulation quelconque. Mais la poésie est toujours là. Cette violence, elle s'exprime à travers les métaphores. Ce sont des métaphores généralement empruntées à la violence du corps. Dans la colère, dans le cri. Et je ne suis pas un type qui dégueule sa bile tout le temps. Dans les mots. Loin de là. La maladie, le choc, l'impact, le projectile. Il y a les métaphores qui empruntent à la géologie, la violence des éléments. Une poésie sismique, en quelque sorte. Le bandit d'honneur, qu'est-ce qu'il se dit? Il se dit, moi je suis contre ce pouvoir, celui du Caïd, celui de tel ou tel mafioso. Je vais agir avec ma propre énergie pour casser ce moule. Nous allons donc nous libérer. C'est un problème de liberté. Il fallait absolument opérer cette descente à nos propres enfers, renouer intellectuellement et pratiquement avec le corps vivant du peuple pour désarticuler toutes les aliénations subies dans le passé comme dans le présent, pour que se dessine une cohérence nouvelle, un espace vivable, une réalité tangible, un mouvement nouveau de notre histoire, authentique et senti comme souverain. Je suis une pierre, je vis dans cette pierre et je resterai cette pierre. Je ne veux pas, absolument pas, sortir avec conscience de moi-même. C'est ça qui est atroce. Pour moi, il y a une révolution aussi importante. C'est la révolution esthétique, picturale. Tu vois, c'était l'orientalisme, tu penses à Majorelle, tu penses à ces figures lascives, tu penses aux portraits fantasmés des harems, des femmes, des chevaliers, tu penses à Delacroix, tu penses à cette imagerie, tu vois, cette représentation. Et eux sont venus et ont dit non. Je veux dire, on sortait, on se débarrassait à la fois du figuratif ou des dernières flamèches de l'orientalisme en peinture pour rentrer dans un monde d'abstraction. On est vraiment dans une abstraction géométrique pour les trois. Bilkahia, Mlihi et Shba'a. On est dans des formes courbes, on est dans des lignes sinusoïdales. Mlihi est connu et reconnu pour sa fameuse vague. On est vraiment dans quelque chose d'organique. Pour moi, c'est une abstraction concave. Et en même temps qu'il y avait un pied dans la figuration géométrique arabe. C'est les premiers à avoir posé une modernité ancrée dans la tradition. Donc on n'est pas dans une rupture comme le fait l'Occident, mais on est dans une continuité, dans un ancrage profond, dans sa terre, dans son histoire. Il ne s'agit pas seulement de l'histoire de notre art, mais notre histoire tout court. En fait, cette monopolisation de notre histoire par la science occidentale a eu des répercussions énormes
elles viennent de beaucoup plus loin. On voit avant le protectorat, avant 1912, même à la fin du 19e siècle, certains spécialistes occidentaux ont commencé déjà à faire un inventaire des connaissances concernant le Maroc. Et cette curiosité n'était pas du tout un hasard. Finalement, la science occidentale nous a colonisés bien avant les armes. Heureux celui dont la mémoire repose en paix. Que la terre enfante ou n'enfante pas, que les ruisseaux coulent de miel ou de sang, que notre regard s'aveugle ou s'arrête, notre mémoire est longue. Puisse-t-elle retrouver la cadence de nos 20 ans. Il n'y avait pas de financement de la revue, c'est-à-dire on la faisait nous-mêmes, nous on n'était pas payés. Tu sais ce que c'est qu'un stencil? Pour faire le capital de la maison d'édition, c'était à peu près 450 dirhams. En fait, tu tapes un texte sur un document spécial. « 450 dirhams, c'était un salaire. Quand tu tapes, ça perfore la feuille. Après, tu la passes dans une machine qui fonctionne avec de l'alcool. Quand tu donnes 450 dirhams, tu ne vas pas payer le loyer. Tu attends jusqu'au mois prochain. Jocelyne, elle faisait la correction, mais c'est tout. Elle se mettait pas en avant. L'épouse, la compagne d'Abdelatif Lahabi. Ça veut dire que c'était elle qui était d'une certaine façon la grande petite main qui est un peu à la part aveugle de Souffle en tant que femme et en tant qu'active pilier de la fabrication et l'administration de la revue. C'est comme ça qu'on sortait les textes. Aussi nombreuses que les brins que je file sont mes peines, et aussi longues que le fil que déroulent mes doigts. Cette période, c'était une grande période de gestation. Il faut savoir qu'on était aussi très préoccupés par le fait que les régimes en place menaient une bagarre culturelle très conservatrice, que ce soit au Maroc, en Algérie ou en Tunisie. Ça s'appelait le mouvement de l'authenticité. Le fondement des partis conservateurs aujourd'hui, ça a été ça. On a commencé à revisiter ce patrimoine qui était considéré comme du folklore. On a découvert que la poésie, par exemple, n'était pas seulement quelque chose de l'écrit, c'était aussi du souffle et de la parole. Voici les lieux, voici les hommes, voici le chant. Élargissez le cercle, que Dieu élargisse vos tombes. Que béni soit le poète et le conteur. Que notre chant soit digne de ceux qui nous écoutent. Les poètes, ils organisaient énormément de soirées pour partager cette poésie, pour la discuter, pas forcément pour l'expliquer, mais au moins pour qu'elle soit partagée. Abdelatif a toujours aimé dire ses textes. Dans cette période que j'ai appelée chacalisme, qui est un qualificatif qui vient de lui, qu'il disait d'ailleurs en riant, il faisait corps avec ce qu'il disait. Je viens finir un texte qui s'appelle toujours Les singes électroniques, et il s'est mis à lire le texte. Il le vivait tant et si bien qu'il se roulait par terre.
Seigneur, donnez-nous notre lot d'absurdités quotidiennes et préservez-nous de notre accablante liberté. Je vous émascule dans vos fiertés d'époux, votre culture claironnante, vos papilles de palier. Vous enlaidissez mon texte, vous m'éteignez, vous me ramollissez. Comment ça va et la santé, c'est le principal. Mais vous souillez à peine mon tronc. J'ai des racines, un itinéraire souterrain de cygnes. Sortez de mon corps, yen à balafre. Évacuez mon sang jaune de vos billes. Sortez, j'ai claqué ma vie en aumône à votre oubli. Je pars, je vous laisse ma carapace, mon appétit, mon langage quotidien. Je me tais, je rentre ma colère, ma fraternité qui vous choque. Gèle sous votre regard. Des poèmes me guettent, complotent, les charges. Ma mise à mort. L'oralité au Maroc, c'est très important. Et il y a le conteur oral qui fonctionne toujours, avec sa halqa. Il y a aussi des récitants qui sont là pour raconter des épopées. La halqa, ça veut dire c'est le cercle. Les gens, ils sont autour. Et celui qui fait le spectacle, il est au milieu. C'est un conteur ou c'est quelqu'un qui fait, je ne sais quoi, de la musique ou qui raconte des choses. Il y a aussi, disons, une forme de chanson au Maroc, une chanson populaire qui est très connue, très célèbre, c'est le meloun. Ce sont des poèmes récités, ça peut prendre 1 heure. Tout ça était tellement aliéné à l'époque coloniale, tellement dévalorisé, chosifié, folklorisé, comme on disait. Donc il fallait sortir ça de là. Il fallait redonner toute sa vigueur à cette culture populaire pour en faire une expression moderne. Ils ont ça en tête, de faire une poésie sans respiration. Une poésie qui est là comme une espèce de grande vague ou de grand souffle, justement, qui emporte. Bouanani, il a beaucoup travaillé justement sur les arts populaires. Il voulait sauvegarder la mémoire. Parce que pour lui, la mémoire est quelque chose de absolument fondamental. C'était vraiment une intuition très importante parce que le propre de la vie moderne ou crypto-moderne au Maroc, c'est quand même d'effacer la mémoire. Il considère qu'il y a toute une richesse symbolique d'expressions qui ont été un petit peu occultées, qui ont été un peu écrasées. La mémoire, elle est endommagée avant même que du temps s'écoule. Très précisément, son souci à lui, c'était effectivement de redonner à tout ça, c'est-à-dire de redonner vie à la mémoire. Il suffit que l'événement surgisse pour qu'il soit en quelque sorte effacé. Aucun ne respectait les archives. Pour eux, les archives, ça ne doit pas exister. Il ne faut pas qu'il y ait une mémoire. Ils avaient peur tout le temps de la mémoire. Résultat, tu prends d'une façon générale le Maroc. Le Maroc n'a d'existence qu'avec le retour de Mohamed V. Avant Mohamed V, il n'y avait rien. Alors là, tu prends toutes les archives maintenant, et il n'y a que ça. Dès que tu touches à un sujet tabou, comme la guerre du Rif, tu deviens très louche.
tu deviens un fouille merde. Il y a aussi des trucs complètement irresponsables, c'est vrai. Il y a des choses qui n'ont pas été conservées, qui n'ont pas été... À tel point que des fois, quand ils avaient besoin de documents même très importants pour le pouvoir, ils n'arrivaient pas à les retrouver dans les archives de la télé et du CCM. Ils ont même été les acheter en France. Ce qui est quand même un comble. Par exemple, des images du retour de Mohamed V d'exil, Dieu sait si c'est vraiment une date fondamentale. Eh ben, je ne sais pas, il y a des gens qui ont effacé ça, ou bien par négligence, ou Dieu sait quoi. Et il paraît qu'à un moment donné, ils se sont dit, bon sang, on n'a pas ça, il a fallu aller acheter ça. C'est quelque chose, hein. Les murs du ciel saignent par tous les pores. Le vent, les nuages, la terre et la forêt. Les hommes devenus chansons populaires. Derrière le soleil, des officiers creusent des tombes. Un homme est mort sur le trottoir. Une balle de 7,65 dans la nuque. Et puis voici une vieille qui se lamente. En voici une autre qui raconte aux enfants des histoires de miel et de lait où il est question de 7 têtes et de la moitié d'un royaume. Le vent fou se lève soudain sur ses genoux, éteint le feu sous la marmite, dégringole les escaliers et s'en va. S'amuser sur les pavés de la rue Monastir en racontant les mêmes histoires lubriques aux fenêtres des alentours, et la poitrine pleine et les yeux plus hauts que le ciel. Toutes les maisons, les terrasses et le soleil franchissent le plafond jusqu'à mon lit. Mes cheveux ou mes mains retrouvent l'usage de la parole. De ce que j'ai le plus aimé, je veux préserver la mémoire intacte, les lieux, les noms, les gestes, nos voix. Un chant. Et, né, était-ce un chant. De ce que j'ai le plus aimé, je veux préserver la mémoire intacte, mais soudain voilà. Les lieux se confondent avec d'autres lieux, les noms glissent un à un dans la mort. Une colline bleue a parlé, où donc était-ce? Un chant est né, ma mémoire se réveille. Mes pas ne connaissent plus les chemins, mes yeux ne connaissent plus la maison, ni les terrasses, la maison où vivaient des fleurs autrefois, un vieux chapelet de la Kaaba et des peaux de mouton. Dans ce monde en papier journal, il n'y a pas de vent fou, ni de maison qui danse. Il y a, derrière, le soleil, des officiers, creusant, des tombes, et dans le silence, le fracas des pelles remplace le chant. Qu'est-ce que ça veut dire être marocain? Une fois l'indépendance acquise, qui sommes-nous? Nous avons posé cette question de l'identité et nous lui avons donné une réponse claire. Être marocain, c'est à la fois être arabo-musulman, amazigh, juif, africain, méditerranéen, saharien, voilà. Il faut considérer que ce sont autant de facettes, autant d'éléments d'une même culture. Nous devions prendre en compte la pluralité des origines. Il n'y a pas d'identité pure. Par rapport à la question berbère. Et un mazir, c'est pas quelque chose de différent par rapport à ce qui est arabophone, ou etc. Non, par rapport à la place du judaïsme. Il y a un très beau texte dans, je crois, le 3e numéro de la revue Souffle sur la musique et la poésie de langue berbère. C'est une histoire très longue, de 12 siècles quand même d'histoire, c'est pas rien. L'identité, c'est toujours une création. Quoi, 12 siècles? Plus que ça. Elle est toujours hybride. Et il fallait très précisément combattre
Cette tendance qu'avait eu le pouvoir colonial de vouloir différencier d'une manière absolue ce qui était berbère de ce qui était arabe, de ce qui était ceci, cela. C'est juste qu'ils se sont connectés à cette mémoire au moment des indépendances, parce qu'on a activé toute cette histoire. Tout ça devait redevenir quelque chose de vivant. Une expression en adéquation avec la vie, avec l'évolution même de la vie elle-même. Ils ont fait des voyages sur le terrain, dans le Souss, au sud du Maroc. Ils ont beaucoup collecté d'images. Melehi photographiait ce qu'ils voyaient, prenait des notes. Tony Marini aussi, Bert Flint. Donc il y a eu beaucoup d'études dans ce sens. Les poètes aussi essayaient de s'inspirer un petit peu des thèmes de la poésie populaire. L'amour, la nature, les aspirations, même des fois des sujets contre l'injustice. Et c'est toute la richesse, si tu veux, au niveau de la langue, au niveau des rythmes, au niveau de la musique, qui était importante. Et on m'a envoyé faire un film sur Émile Jules. C'était mon premier film interdit. Ça m'a permis de connaître le Maroc. J'avais tous les moyens de visiter les tribus, de faire des enquêtes dans les tribus berbères du sud, l'Atlas, avec Bougnaz. Quand je suis allé là-bas, j'ai filmé ce que je voyais et non ce que je voulais voir. Et ce que je voyais, c'était uniquement des militaires armés de mitraillettes, avec un peuple silencieux en train de danser, de faire le folklore et tout le bazar. Et moi, je filmais les militaires en train de regarder. C'était terrifiant comme truc, ça m'a dégoûté. Tout ce qu'on voulait que je fasse, c'était le spectacle folklore. Moi, ça ne m'intéressait pas, ce folklore. Fait pour les touristes, amuser les étrangers, tout ça. Non, je voulais faire des enquêtes, des vrais, pour découvrir en même temps, moi, que le public, ce qu'est un Maroc profond, qu'on ne connaît pas, en fait. Un nombre incalculable d'oiseaux meurt sur les terrasses. On en faisait des boulettes de viande. On les mangeait dans un coin. On passait le temps à fabriquer des pièges. La mort imaginée. La mort conçue. Cercle de fils de fer. Puis les sauterelles s'écrasèrent sur la ville. Si je pouvais me rappeler des jours. Me rappeler des jours. Le cercle de fer s'agrandit. Losange. Triangle. Il faisait froid. Non. Un ciel saumâtre. Ventre de poisson abandonné sur la plage. Ma mémoire, un coup de sabot de l'âne qui passait chargé de fumier. Un jardin public, le soir, des siècles de lumière au-dessus de nous. La ville frémit dans notre chair. Il y a longtemps, une bicyclette passait. C'était un ivrogne. 2 gardes lui tapaient dur sur la tête. Le nez saigné, les yeux hagards. Il puait l'alcool à brûler. De nouveau le silence. La nuit. Tu ne me regardais pas. Je ne savais pas que tu allais bientôt mourir. Une mort ridicule, comme une indigestion. La vie est belle, n'est-ce pas? Oui, très belle. Alors pourquoi nous empêche-t-on de la vivre? La ville frémit dans notre chair. On était jeunes ou vieux, qu'importe. On désirait ardemment des choses folles, des rêves fous. On dévorait la ville en imagination. On dévorait la ville en imagination. En imagination, on avait bu de toutes les sources,
dévaler toutes les montagnes, traverser tous les océans, toutes les terres, toutes les capitales, vaincu toutes les étoiles. Sans chaussures, nous avions tous les deux pénétré dans une éternité réglée comme la mort. Et comme des arbres d'automne, on avait subitement perdu toutes nos feuilles. J'ai voulu cerner ce qui est en train de mourir en nous, ce qui est en train de continuer sa marche sur l'itinéraire de nos plaies. J'ai craché dans les yeux de tous les apprentis dictateurs, agents immobiliers, fossiles, associations de malfaiteurs, geôliers et bourreaux, démagogues et marionnettes, qui sont en train de réprimer la vie. Et j'annonce les hommes et le moment et le lieu où nos peuples défonceront toutes les canalisations pour qu'enfin arrive le règne de l'âme. C'était Il dévorait la ville en imagination, épisode 2, un itinéraire souterrain de signes. Avec par ordre d'apparition, Abdellatif Laabi, Mustafa Nissabouri, Mohamed Khaireddin, Houssine Tanjawi, Salim Jay, Abdelkader Lakta'a, Kenza Sefrioui, Marc Gontard, Ghislain Ripaud, Mohamed Jibril, Ahmed Bouanani, Olivia Harrison, Selma Lahlou. Les textes sont extraits de la revue Souffle. Ils sont interprétés par Yasmine Bouja, Louise Achas, Boutaina Alfekak et Sophia Hedi. À la création sonore, Nicolas Makoumi, Guillaume Solinia au mixage. Produit à l'INA par Laetitia Fourmont, Sophie Heria et Delphine Lambard. Écrit et réalisé par Ella Bellone.